Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Droit de suite. Un droit de suite consacré ce soir à la collectivité unique de Martinique et plus précisément à la date de sa mise en place. Après le vote par référendum des Martiniquais en 2010 en faveur de cette collectivité unique, les modalités de son application ont été précisées au fil des différents projets de loi. Cependant, plusieurs points restent en débat, la prime majoritaire et la date de sa mise en place. C'est donc l'objet de notre débat de ce soir, avec sur ce plateau deux invités pour exposer leurs arguments. Daniel Marissène, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire national du MIM. Et Didier Laguerre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du PPM. C'est bien ça. Alors, avant de vous entendre sur cette collectivité unique et sur sa date, je vous propose de revenir sur sa mise en place. La mise en place de cette collectivité a donc fait l'objet de beaucoup de débats juste après le vote des Martiniquais. À l'époque, c'était un sujet de Franck Zozor en 2011. Regardez. Ça sera avant le 31 décembre 2012. C'est la décision du Conseil d'État à propos de la mise en place de la collectivité unique en Guyane et en Martinique. Le gouvernement avait préféré la date du 1er juillet 2012. Il devra modifier son texte qui sera présenté mercredi prochain au Conseil des ministres. Et dans quelques jours, c'est le président de la République qui devrait annoncer la date des élections pour la collectivité unique. Une collectivité qui sera composée de 51 élus au lieu des 86 aujourd'hui. Quant aux conseillers généraux qui seront élus en mars prochain, ils le seront pour moins de 2 ans. Mais le président du conseil régional demeure opposé à cette date de 2012. Serge Letchimy propose 2014. 4 ans, estime-t-il, c'est le temps qu'il faut pour que la fusion se fasse dans des conditions satisfaisantes. Il pourrait donc porter cette affaire devant le Conseil constitutionnel. Voilà, et après moult reports et décisions, ce matin, le Conseil des ministres s'est arrêté sur la date de 2015. Ensuite, l'Assemblée nationale, puis le Sénat devront statuer pour un projet définitif. C'est un reportage de Francine Aglaé. Regarde. Le sujet avait créé la polémique la semaine dernière quand le président de région et la présidente du Conseil général avaient fait une déclaration commune. Dans un communiqué, Serge Letchimy et Josette Manin avaient dit qu'ils optent pour la date de 2015 concernant l'élection de l'Assemblée unique. Polémique ensuite à la plénière de la région. À droite, comme dans le camp des patriotes, cette volonté de reporter la date avait été perçue comme une volonté de l'équipe majoritaire de vouloir se maintenir au pouvoir à tout prix. En donnant son avis, l'équipe de Serge Letchimy répondait ainsi à une demande de Victorin Lurel. Le ministre des Outre-mer avait sollicité les collectivités concernées pour savoir quelles propositions étaient retenues afin de la transmettre au gouvernement. En validant en 2015, le Conseil des ministres a donc suivi l'avis des assemblées. Il s'agit d'une première phase vers l'adoption du projet de loi. Prochaine étape, dans quelques semaines, le projet devra passer en discussion à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et ce sont les parlementaires qui auront le dernier mot. Voilà, alors Didier Laguerre, cette collectivité unique devrait être mise en place en 2012. Elle a été reposée à 2014 et maintenant on parle de 2015, date à laquelle vous êtes donc favorable. Est-ce que finalement ça ne prend pas beaucoup de temps tout ça ? Oui, ça prend beaucoup de temps, ça prend du temps, ça prend un temps certain parce qu'il ne s'agit pas simplement de procéder à des élections. Ça, on peut faire ça tout de suite. Désigner des élus, on peut le faire dans l'immédiat. Mais il s'agit d'abord et surtout de créer une collectivité à partir de 2 entités existantes et ça prend du temps. Non pas fusionner les administrations, mais créer une entité nouvelle, une collectivité nouvelle, ce qui n'a jamais été fait en France à partir de 2 collectivités existantes pour rassembler les personnels, rassembler les compétences, rassembler les métiers, créer quelque chose de nouveau qui soit en mesure d'impulser un réel développement de ce pays. Et ça prend effectivement du temps. Maintenant, je voudrais dire que si la date de 2012 avait été avancée par le président de la République, elle a aussitôt été décalée dans le projet de loi de mise en place de la collectivité pour 2014. Pour 2014, pour et maintenant permettre vous plaidez le pour renouvellement. 2015. Non, pour permettre le renouvellement, la mise en place de cette collectivité en même temps que le renouvellement des départements et des régions, puisque c'est une collectivité qui va exercer des compétences de département et de région, qui se substituent à la fois au département et à la région.
Monsieur Marissène, vous n'entendez pas ces arguments, la fusion des personnels qui va prendre du temps, faire les élections en même temps que... Je constate d'abord deux choses. L'histoire qu'il faut mettre en place une collectivité unique en Martinique prend son essence depuis 1982. Donc il y a 30 ans que cette question occupe le débat politique, le champ politique. Déjà, Aimé Césaire lui-même le réclamait. Et puis, il a fallu attendre une initiative prise par Alfred Marie-Jeanne et Claude Lise pour obtenir une première consultation en décembre 2003. À quelques voix près, on n'a pas pu. Il a fallu attendre encore une deuxième initiative, les mêmes, Claude Lise et Alfred Marie-Jeanne, prise en 2008, pour aboutir enfin à une consultation positive le 24 janvier 2010. Parce que mettre en place cette collectivité, cet outil essentiel, pour nous, ça nous paraît important. Parce que ça va simplifier beaucoup de choses. Maintenant, actuellement, nous sommes des victimes collatérales de combat politique qui a lieu en France entre l'UMP et le Parti socialiste. Le projet de loi dont vous parlez, qui a été approuvé ce matin par le Conseil des ministres, ne nous concerne pas au premier chef. Cela concerne le fait qu'il y avait une loi qui avait été prise à la suite des conclusions d'une commission présidée par M. Balladur pour changer les choses en France. Bien. Et puis, à l'occasion d'une loi, un projet de loi qui va annuler donc le dispositif Balladur pour préparer un autre pour en 2013, et le gouvernement a voulu prendre du temps pour que ça soit fait pour 2015, parce qu'il faut du temps pour négocier un nouveau texte, eh bien certains ont cru devoir introduire un petit article 10 nous concernant, et qui profite. Mais justement, pour mettre en place ces collectivités, pourquoi la date de 2015 vous dérange? Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on retarde avec des fausses raisons. Ce qui vient d'être dit par moi vis-à-vis n'est pas conforme à ce qui va se passer. Les élus qui sont en place, et j'en suis, nous n'avons aucune légitimité pour commencer à fusionner les services. Tout ce que nous pouvons faire, et ce que nous faisons déjà, il préside une commission ad hoc où je suis membre. Nous avons été d'accord pour choisir un bureau d'études qui va nous assister pour réfléchir à ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous ne pourrons rien faire. Ce sont les élus qui seront mis en place lors du vote de la collectivité unique qui auront la légitimité pour fusionner les services, dire comment ça va être organisé. Nous n'avons pas été élus pour ça. Actuellement, lui et moi, nous sommes élus pour gérer le conseil régional. D'autres sont élus pour gérer le conseil général. Et c'est tout. Si on veut aller au-delà, nous dépasserons nos compétences actuelles. D'accord, donc Didier Laguerre, donc, il faudra attendre la nouvelle Assemblée pour pouvoir effectuer la fusion. Donc pourquoi ne pas aller très vite? Je vais vous donner un exemple très simple. Il faut attendre la mise en place des élus pour commencer à fusionner. Donc, pour avoir la légitimité. Pour avoir la légitimité. Moi, je pose une question toute simple. Vous mettez en place les élus le 27 mars, par exemple. Vous installez l'Assemblée le 1er avril. Qui donne les ordres pour payer les salaires des salariés de ces collectivités à la fin du mois d'avril? Qui prépare les salaires pour le mois de mai? Donc vous voyez bien qu'il y a nécessairement, M. Marissène considère qu'il n'a pas été élu pour ça. Moi, je considère que lorsque nous sommes allés aux élections régionales en 2010, toutes les listes qui se sont présentées avec un programme et avec une partie de ce programme qui portait sur la mise en place de la collectivité unique. Donc le peuple martiniquais a fait son choix aussi par rapport à ça. Donc les élus qui sont en place aujourd'hui sont légitimes. La loi qui instaure la collectivité, la loi du 27 juillet 2011, prévoit l'installation d'une commission tripartite pour rendre un avis sur les ordonnances qui seront prises pour la création effective de cette collectivité. Cette loi prévoit que des élus régionaux, 4, et des élus départementaux, 4, participent à cette commission. Donc les élus aujourd'hui sont légitimes pour pouvoir procéder à cette opération et assurer ainsi la continuité du service public exercé par cette collectivité. Donc les élus sont légitimes pour donner un avis sur les lois qui vont réglementer plus tard la collectivité unique. Alors il y a une question concrète qui est posée par Didier Laguerre. Qui va donner l'ordre de paiement des salaires au lendemain des élections? Mais le président du conseil exécutif qui sera élu légitimement à partir de la date des élections. Il va conserver dans un premier temps les services dans l'État.
il donnera des ordres d'un côté pour que l'on paye les personnels du Conseil général et de l'autre côté, il sera aussi ordonnateur pour payer les personnels des conseils régionaux. Et puis, ensuite, il y aura très légitimement une négociation qui va s'établir avec les représentants légitimes de ces personnels. Et cette fusion va se faire sur un certain temps, comme ça se fait partout où il y a des fusions. Ce n'est pas la première fois que l'on met en place progressivement. Lorsqu'on a créé la région en 1983 en Martinique, dès le lendemain des élections, il y avait un président. Et c'est progressivement qu'il a intégré les compétences. Et même les personnels qui venaient de l'État avaient 5 ans pour se prononcer, pour choisir. Tout ceci va se faire en douceur dans la négociation. Mais actuellement, personne ne peut prendre d'engagement face à des représentants du personnel. Aucun élu n'est habilité à prendre des engagements. S'il le prend, il va au-delà de ses pouvoirs. Le président de la région peut prendre des engagements concernant le personnel régional. Le président du conseil général peut prendre des engagements concernant le personnel départemental. Mais le président de région, même s'il croit qu'il est le grand Manitou, ne peut pas prendre des engagements vis-à-vis du personnel du département. Par contre, dès le lendemain de l'élection, le président légitimement élu peut convoquer l'ensemble des personnels et voir tranquillement avec eux comment ça se fait. Il y aura aucun blocage. Je suis absolument pas d'accord. Vous avez là l'évidence de deux logiques qui s'affrontent. Dans un cas, on nous dit, mettons d'abord en place les élus, c'est ce qui est important, c'est la seule chose qui compte. Et puis, progressivement, dans le temps, petit à petit, quand on ne sait pas vraiment, on n'a pas d'échéance, eh bien, les choses vont se mettre en place et on va fusionner, on va négocier. Donc, on va commencer à négocier après avoir mis en place les élus. La première étape, c'est de mettre en place les élus. C'est ça qui est important. Nous, notre logique, c'est de dire... Notre logique, c'est de dire, préparons les choses, faisons en sorte que, justement, au moment de l'installation de cette collectivité, au moment de la mise en place des élus, le dernier étage, que les choses soient prêtes, que les services soient configurés, que les orientations soient prises, qu'il y ait plusieurs scénarios possibles de développement de cette collectivité en fonction des choix politiques de l'équipe qui est mise en place, mais faisons en sorte que les choses, que la fusion soit établie, que l'organigramme soit prêt, que les services soient prêts, que les orientations soient prêtes. C'est-à-dire préparons la collectivité pour que ce soit un outil qui soit effectivement mis en place en 2014 ou en 2015 en l'occurrence. Alors que là, on nous dit faisons l'élection et puis rapidement, regardez ce qui se passe pour le climat. D'accord, rapidement. Prenons la question des emplois d'avenir. Vous avez vu actuellement, l'État met 75% du salaire. Nous étions partisans que la région met les 25% qui s'agit d'associations. Le président a choisi, pour tenir compte du fait qu'il y a deux collectivités, le département mettra un petit peu, la région mettra un petit peu. Une association qui veut embaucher les jeunes en contrat d'avenir aura un dossier à faire vers l'État, un dossier à la région, un dossier au Conseil général. Ça, c'est une complication. Ensuite, est-ce que la région et le Conseil général va lui verser les sommes dans le même temps, chacun à son rythme? Ouais, c'est compliqué pour nos partenaires de la société civile. Avec une seule collectivité, c'est plus simple. Donc c'est pour cela, depuis très longtemps, nous disons que c'est une simplification. Il faut mettre en place cette simplification. La société martiniquaise et l'économie... Va y gagner, vous n'êtes pas contre ça. Sauf que la simplification qui est proposée, c'est de maintenir l'administration régionale, de maintenir l'administration départementale. Donc l'exemple qui est pris en compte va consister à ce que pour l'association, elle aura toujours un interlocuteur départemental, un interlocuteur régional. Par contre, elle aura un seul interlocuteur en tant qu'élu politique. Voilà. Nous avons une logique totalement différente. Et puis je constate que M. Marissène connaît assez mal le dossier des emplois d'avenir, puisqu'il y a une convention qui a été signée justement pour éviter ce cas de figure où l'association, la collectivité et plusieurs interlocuteurs avec plusieurs payeurs. Il y a une convention qui a été signée entre l'État, le département, la région, et justement, sur le cas concret des emplois d'avenir, on a la démonstration qu'avant la mise en place de la collectivité, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir faire converger les politiques et les points de vue, ce qui fait que les décisions qui ont été prises par la région, jeudi dernier en plénière, ont été prises en concertation avec le département pour avoir une position cohérente. Donc vous voyez, il faut commencer à travailler en amont plutôt que de mettre en place les élus et puis ensuite de fusionner bon an mal an en fonction des difficultés et en fonction de la réalité du quotidien qu'il faut gérer, fusionner pour qu'un jour, on ne sait pas exactement quand. Ça a été le cas pour le DTM et la FDTM, ça a été le cas pour le CMAC et l'Atrium qui sont dans le même bâtiment, qui partagent les mêmes locaux et qui n'ont toujours pas fusionné. Vous voyez donc qu'il faut préparer les choses avant. Lorsque j'entends dire ça, ce sont pour les arguments. Ça a déjà été fait. C'est la première fois
que l'on crée une collectivité. La région, il s'agissait de transformer un établissement en une collectivité. Là, il s'agit de rassembler ça, ce sont pour les arguments donc, administratifs que les uns et les autres mettent en avant. Mais je pense qu'on veut. Lui, fusionner avant et mettre les élus après, c'est pas ça qui se fait en démocratie. Il y a aussi des arguments politiques que certains avancent. Alors, on dit que vous essayez de gagner du temps, vous avez perdu les élections législatives. C'est la même configuration électorale que la future Assemblée unique. Donc, on dit que c'est pour ça que finalement, vous essayez de gagner du temps pour avoir une configuration qui vous est plus favorable que celle qui était en 2012, voire en 2014. Les mêmes qui tiennent ce raisonnement-là tiennent aussi le raisonnement que nous aurions dû avoir demandé à ce que la collectivité soit mise en place en 2012, au moment où la vague nous était favorable, comme ils disent. Je n'irai pas jusqu'au bout des propos qu'ils tiennent. Non, ce n'est pas une erreur parce que nous ne mettons pas en place une collectivité pour nous mettre au pouvoir. Nous ne mettons pas en place une collectivité pour nous installer au pouvoir. Nous mettons en place une collectivité pour que ce soit un outil attendu par les élus martiniquais, attendu par les socio-professionnels martiniquais, y compris par les Martiniquais qui ont fait le choix de mettre en place un outil qui soit moderne, qui soit performant. Voilà, quelle que soit l'équipe politique qui va diriger cet outil. Ils disent que ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir pour le pouvoir et pas du tout la collectivité. En tout cas, toutes les organisations politiques, c'est pour ça qu'elles existent dans la démocratie, sont candidates au pouvoir. Ceux qui disent le contraire, ce sont des hypocrites, c'est fait pour ça. Les partis politiques concourent à l'exercice de la démocratie et chacun est candidat au pouvoir, puisque c'est lorsqu'on est au pouvoir qu'on peut agir dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt des classes que l'on défend. Nous, c'est des classes populaires. Ce que je constate, c'est que Didier Laguerre continue à dire que c'est attendu, mais c'est lui, il fait partie de ceux qui retardent ou qui demandent au gouvernement, parce que ce qui est triste dans cette affaire, nous des discussions ici, mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions. C'est ce qui est dramatique pour la Martinique. Ceux qui prennent les décisions sont à 7000 km. Alors, ils ont besoin de relais sur place, et malheureusement, l'histoire fait que c'est ceux du PPM qui sert de relais actuellement pour le gouvernement, de justificatif. C'est dommage. En tout cas, le fondateur de ce parti doit se retrouver dans sa tombe. En tout cas, ce que nous disons, c'est qu'une revendication qui était approuvée par un peuple, eh bien, si nous voulons être pris au sérieux, il faut que nous le mettions en place de manière qu'on puisse éprouver dans la pratique si c'est quelque chose qui convient. Après une évaluation, on va voir comment on peut aller plus loin vers la responsabilité. Il ne s'agit pas de dire verbalement on est pour la responsabilité, on est pour l'autonomie, on est pour le pouvoir martiniquais. Il faut qu'on y aille. Eh bien, il faut qu'on y aille. Et je crois d'ailleurs, je crois comprendre que les investisseurs économiques ont besoin qu'on tranche cette question-là pour qu'ils puissent savoir comment ils vont planifier les initiatives économiques. C'est vrai, M. Laguerre, cette incertitude, finalement, c'est un peu préjudiciable aux affaires de la Martinique, non? Il faut qu'on y aille. Qui dure, hein? Il faut qu'on y aille. Je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on y aille bien. Et pourtant, la proposition qui nous est faite, ce n'est pas d'y aller en mettant en place un outil. La proposition qui nous est faite, c'est de mettre en place une équipe politique. La collectivité territoriale de Martinique est-elle une équipe politique? Est-ce que c'est une équipe politique qui va nous faire aller vers la responsabilité? Est-ce que c'est une équipe politique qui va permettre de débloquer les choses? Ou est-ce que c'est un outil organisé, structuré pour exercer la responsabilité? Encore une fois, il y a deux logiques qui s'affrontent. La logique qui consiste à dire prenons des responsabilités et la logique qui consiste à dire construisons les outils de cette responsabilité. L'un des outils de cette responsabilité, c'est la collectivité territoriale de Martinique. Donc, si je comprends bien, vous allez fusionner les deux administrations, départementales et régionales, avant les élections. C'est ça votre projet? Vous comptez les fusionner, ne mettre qu'un seul directeur général pour les deux services, un seul directeur final, avant les élections. C'est ça que vous comptez faire. J'ai besoin de savoir. Tu devrais savoir, puisque tu participes de façon assez assidue aux réunions de la commission ad hoc et de la commission mixte, et que tu étais là mercredi dernier. Voilà, tu devrais savoir que ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que le président qui sera élu lors de la mise en place de cette collectivité, dispose d'un outil organisé à son service dans les premiers jours. Et non pas que ce président dispose de deux outils qui fonctionnent parallèlement et qu'il devra fusionner sur un temps incertain. Voilà. Ce que nous faisons, c'est préparer parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission et je veux vous interroger sur quelque chose. Je suis à la commission d'appel d'offres de la région. Nous avons choisi ensemble un cabinet. Ce cabinet va proposer des méthodes, un projet. Mais le président qui va être mis en place n'est pas lié par ses propositions. Parce qu'en démocratie, une fois qu'on a élu une équipe, c'est elle qui organise l'administration. C'est ce qui est prévu dans les textes. Et rien, par exemple, ce que Marie-Jeanne a laissé à la région ne s'imposait pas
au président Letchimy. Voilà. D'ailleurs, il aura tout pouvoir de revenir sur ce qui a été décidé. Donc finalement, en démocratie, c'est le politique qui est au poste de commande. Une fois que le politique est en place avec l'assentiment populaire, il organise les services. Il aura tout pouvoir de revenir sur ce qui a été fait. Je remercie. Lorsque Serge Letchimy a été élu, il a trouvé une administration organisée comme elle l'était, et il a tout pouvoir pour la modifier. Mais ce sera le cas pour la collectivité unique. Mais il a trouvé une administration. Il a trouvé un système qui fonctionnait plus ou moins bien. Mais il a trouvé un système. Alors que là, on nous propose de ne rien trouver, de trouver l'existence, c'est-à-dire deux administrations qui fonctionnent parallèlement, et puis de commencer, c'est-à-dire de ne rien trouver, et donc de partir d'une page blanche et de construire la collectivité au fur et à mesure qu'elle vit. Très bien. C'est-à dire non pas de la mettre en place. Ok, on va avancer, parce que j'aimerais qu'on dise juste deux mots. Voilà. Plus tard. J'aimerais qu'on dise juste deux mots. En laissant de côté la date pour l'instant, j'aimerais qu'on s'arrête pour les 10 minutes d'émission qui nous restent sur le climat, pour le moins tendu, qui existe entre les deux blocs aujourd'hui à la région, l'opposition et la majorité. Il y a une vraie antipathie entre certains qui s'expriment dans les débats, mais aussi dans la vie politique, qui fait beaucoup réagir les citoyens. Alors regardez et écoutez cet extrait d'émission d'abord. C'est l'extrait d'une plénière à la région. Écoutez. C'est Letchimy. Si vous avez un compte à régler personnellement avec moi, réglons-le homme à homme. Là où l'est, quand on l'est. Là où l'est, quand on l'est. Non, il faut arrêter ce truc-là parce que les insultes, là où l'est, je vous le dis très clairement, oui, très clairement, puisque vous avez l'impression que la voyoucratie n'appartient qu'à une personne et qu'il y a un seul moment qu'a fait méchant. Pas quoi ça? Et puis, cet extrait du leader du MIM, Alfred Marie-Jeanne, c'était dans une émission ce week-end sur la radio RLDM. Letchimy, c'est imbécile. Pourquoi on a dit ça? Letchimy a fait une erreur monumentale. Regardez ça. Vraiment, une erreur monumentale, c'est de ne pas faire la collectivité unique immédiatement. Il a été maladroit. Si tu fais la même, c'est lui qui est le président. Mais bien sûr. Il a profité de vague là, et puis là, mais il n'a même pas été intelligent. C'est l'inverse, il doit dire de demander de faire ça la même. Il n'a rien compris le beaucoup. Mais non, mais il faut qu'il avait autour de je me fais de me répondre. Je ne pas dire ça, donc, ça fait pour lui. Donc, pour ces deux extraits, est-ce que vous ne pensez pas que ce climat contribue à décrédibiliser l'esprit politique, la politique dans l'esprit des citoyens? Alors, il y a un effet de loupe. Vous avez dans tout un débat qui dure toute une journée, on extrait d'une partie, ça a un effet de loupe. Mais je dois d'abord, il faut dire que ce débat-là, ce climat n'est pas nous qui l'avons créé. Moi, je suis victime de ce débat, mais maintenant, j'essaie personnellement de n'insulter personne, mais après chacune de mes interventions, j'ai des qualificatifs qui s'adressent à moi. Moi, je note que le secrétaire général du BPM a fait un communiqué qui m'a paru bien sage, le lendemain de l'émission des RLDM, ça fait de la publicité pour RLDM, où il appelait tout le monde à la raison. Le même jour où le communiqué est sorti, la première vice-présidente, qui est en même temps deuxième adjoint au maire de Fort-de-France, dans une séance du conseil municipal, traite le groupe des patriotes d'oiseaux mal finis. Vous savez, il y a un oiseau martiniquais, un rapace, appelle mal fini, il n'a peut-être pas lu le communiqué de son secrétaire général. La Ligue des patriotes a aussi dit que le rapport était nul, donc ce qui contribue encore et le responsable qui présentait le rapport a dit qu'on dit des bêtises. M. Alexis Prial, c'est dans le journal France Antilles du 27 janvier. Donc, vous voyez, moi, je suis d'accord pour un climat apaisé. Je dis ça au président en permanence, parce qu'à chaque fois qu'il intervient, que ce soit en plénière, que ce soit en commission permanente, c'est pour me faire traiter de tous les noms. Moi, je joue la force tranquille. Je lui dis, revenons aux politiques. Maintenant, il ne faut pas tromper les gens. Je dis ça, il faut le savoir. Je dis ça devant lui. Il y a le débat politique. Ce n'est pas de l'antipathie personnelle. Parce que tout le monde est toujours... Moi, je veux dépassionner cela, parce que tout le monde est toujours surpris lorsqu'il nous voit dans les couloirs, comment on est amis, quoi. On est sur le plan personnel. Donc, je veux qu'en Martinique, on dédramatise les choses. Il y a un débat politique, qu'il y a des critiques politiques qui sont... Chacun défend fermement son point de vue, mais sur le plan individuel, il y a des relations cordiales. Je dis ça parce qu'il y a un incident qui s'est passé à la région. Il y a le chauffeur, le président, qui croit que, justement, il croit que c'est des inimitiés, et il menace de coups des membres de mon groupe, persuadés qu'on en veut personnellement, je suppose, à son patron. Donc, nous avons le devoir, nous, responsables politiques, de dire qu'il ne faut pas confondre le débat politique, qui est un débat ferme,
avec les relations personnelles qui sont cordiales. En tout cas, moi, j'essaie de les avoir cordiales. Didier Laguerre. C'est pas un climat quand même qui est de nature c'est un climat qui est passionné. À ennuyer les citoyens et puis finalement à les détourner de la politique. C'est un climat qui est passionné, c'est un climat qui parfois peut être tendu parce que les positions sont parfois très marquées et défendues avec passion. C'est aussi un climat qui, j'entends dire que M. Marie-Sainte dire qu'il est victime de cet état de fait. J'entends M. Marie-Sainte dire que c'est la nouvelle équipe, la nouvelle gouvernance, la majorité qui l'opprime tellement et à tel point qu'on peut en arriver à des débordements. Mais premièrement, il faut rappeler que ça n'a pas commencé en 2010. Hein. Chaque fois, on est obligé de rappeler un certain nombre de choses, mais vous auriez pu prendre des images d'archives qui remontent à 2009, 2008, 2007, 2006, 2005. Quand vous étiez dans l'opposition. Quand nous étions dans l'opposition, et vous vous seriez rendu compte que les interventions présidentielles étaient autrement plus violentes et plus brutales que ce à quoi on a pu assister là ou que ce qui a pu se passer au Conseil municipal de Fort-de-France, où des groupes politiques se sont exprimés, les uns traitant le rapport de nul, les auteurs du rapport de nul, posant des questions qui sont à la limite du respect pour le maire de Fort-de-France, d'accord, et les autres répondant. Et puis, c'est un climat aussi qui est lié à une certaine méthode. Vous voyez, on parle du climat, et là, M. Marie-Sainte pose un incident qui a eu lieu dans des couloirs comme une vérité. Un chauffeur aurait agressé c'est pas vrai. Une élue. Il y a une enquête. Il y a une enquête qui a été ouverte par le président sur cette question-là. Il y a des gens qui ont été entendus. Personnellement, j'ai beaucoup plus de respect pour les procédures et pour les gens que cela. Donc je n'irai pas jusqu'à vous dire quelles sont les vérités qui m'ont été rapportées. Lui, il pose sa vérité. Moi, j'ai entendu que ce monsieur ne s'adressait pas à cette dame. J'ai entendu que c'est cette dame qui est rentrée dans la conversation de ce monsieur et qui lui a répondu. Donc le climat est quand même tendu, même si sur le plan personnel, il y a de l'amitié, mais dans les débats, ils sont quand même très durs. Les débats sont très durs. Lorsque vous avez en permanence des gens qui insinuent, qui ne disent pas les choses franchement, mais qui les insinuent pour essayer de faire passer des messages subliminaux, pour essayer de ternir une image, eh bien vous avez des réactions qui sont ce qu'elles sont, avec les tempéraments que les uns et les autres ont. Ce qui est important, c'est qu'on travaille sur les problématiques de la Martinique. Pendant cette plénière qui a duré jusqu'à 2h du matin, nous avons par exemple adopté un dispositif. Et ce que les gens ne savent pas surtout, c'est que pendant qu'ils critiquent comme ça, pendant qu'ils nous dénigrent et qu'ils cherchent à ternir l'image de la majorité du président, ils votent à l'unanimité 80-90% des décisions que nous prenons. Donc finalement, tout ceci, cette opposition et cette forme d'opposition est là aussi pour masquer le fait qu'ils adhèrent aux méthodes, qu'ils adhèrent aux projets que nous mettons en œuvre. Donc finalement, tout va bien. Donc on peut rassurer les citoyens. Le débat politique doit être animé. Il y a une majorité, une opposition. Nous votons les dossiers quand nos amendements sont pris en compte. On a pris en compte nos amendements pour les conditions à mettre pour lorsqu'on aide les entreprises dans le secteur économique. Moi, je souhaitais que les organisations syndicales de salariés soient associées à la convention cadre. Je souhaitais qu'on mette comme obligation pour les hôteliers d'embaucher des jeunes martiniquais et des adultes martiniquais qui sortent de le centre de formation. Ces éléments ont été pris en compte, le président l'a agréé, la commission l'a agréé, donc j'ai vu avec mon groupe que nous pouvions voter. Donc c'est vrai que nous votons des choses. Nous ne faisons pas de l'opposition systématique. Comme Alfred Marie-Jean ne fait pas de l'opposition systématique au Parlement, il vote le budget d'outre-mer, même qu'il soit porté par Girardin, par tel ou tel ministre ou par Lurel. C'est pas qu'il en tient coco avec Lurel Moussa, parce que nous regardons les textes et nous voyons quand l'intérêt de la Martinique y est, nous votons, même quand c'est un projet qui émane de la majorité de la région. Donc finalement, il y a une vraie attention sur les problématiques de la Martinique. Vous arrivez à vous rejoindre. Hein? Donc c'est rassurant pour... Du point de vue de la majorité, il y a une vraie attention et notre énergie est d'abord consacrée à apporter des solutions aux problèmes immédiats et urgents des Martiniquais et accessoirement à apporter des réponses à tous les mensonges qui sont répandus dans la presse par notre opposition. Que nous disons. Donc le mot à la mode, c'est que nous sommes des menteurs. Vous mentez, Daniel. Nous sommes des menteurs. Donc nous avons un point de vue, dès que nous avons un point de vue différent de celle du BPM, nous sommes des menteurs. Voilà le terme qui est à la mode sur tout leur site internet. Le mensonge consiste à énoncer des faits qui ne sont pas vrais et à les faire passer pour des vérités. Ouais. Donc à chaque fois que vous mentez, chaque fois que vous mentirez, nous vous dirons quand vous mentez. Et nous avons des preuves et des dossiers. Moi, quand je signe un communiqué, j'attends qu'on me profite en diffamation parce qu'en général, j'ai d'abord mes dossiers et il le sait, il m'a déjà fait la remarque que je conserve mes dossiers
Et à chaque fois que je fais un communiqué, je vois que tous les médias censurent mes communiqués, on ne les passe pas, mais je peux garantir aux journalistes, s'il y a une poursuite, j'ai les dossiers, je veux Voilà, Martinique Première ne censure pas les communiqués, nous les passons toujours sous une forme ou sous une autre. Celui tous les radios, on n'en a pas parlé. Hein. Voilà. Alors, merci beaucoup, messieurs, et donc merci pour avoir exposé vos arguments sur la date et surtout sur ces polémiques, puisqu'il y a eu beaucoup de citoyens qui ont réagi un peu à ces polémiques. Et donc, on est rassuré de savoir qu'au-delà de ces débats politiques, il y a une vraie entente pour l'avenir de la Martinique entre vous. Cordiale entre les individus. Donc, il ne faut pas que nos militants aillent s'entretuer, se blesser sur le terrain. C'est sûr, le discours que nous tenons au MIM, il ne faut pas confondre le débat politique avec les querelles personnelles. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la suite de notre émission sur Martinique Première. Bonsoir.